Le calme est revenu au camp pénal des détenus qui ont suspendu leur grève de la faim avant-hier dimanche. Une délégation du ministère de la Justice rencontre les pensionnaires de cette prison pour des solutions à leurs problèmes. Nous reviendrons sur cette information dans quelques instants. Le reste de l'actualité, c'est une réunion du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar sur l'affaire Moustapha Cissé Lo qui est annoncée pour aujourd'hui. La réunion est, semble-t-il, en cours. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a été exclu du parti présidentiel, l'APR, hier, à la suite d'injures grossières contre des responsables de leur formation politique. Mais déjà hier, l'Assemblée nationale a sorti un communiqué pour se désolidariser de Moustapha Cissé Lo. Cette sortie repose le débat sur l'autonomie du pouvoir législatif par rapport à l'exécutif. L'Assemblée nationale semble être une institution où se prolongent les combats et les querelles politiques. C'est un commentaire de Binta Diallo. Le député Cissé Lo nous apprend les échos pourrait perdre son poste de parlementaire prochainement. Une proposition de loi devrait être faite pour ne pas être en porte-à-faux avec les textes de l'Assemblée nationale et de la Constitution, parce qu'il est dit qu'un député qui démissionne de son parti perd d'office son poste, sauf que ce n'est pas le cas avec l'ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas démissionné, il a été exclu de l'APR. Les assemblées nationales qui se succèdent ont habitué les Sénégalais de superfuges politiciens par une majorité qui a fini d'être mécanique selon les observateurs. Le Parlement, au lieu où l'on vote les lois, est prompt à les enterrer ou à les modifier pour des règlements de compte politiques. L'on se rappelle l'épisode de Modou Diagne Fada et Dambodj. La majorité présidentielle avait pris fait et cause pour le premier pour une affaire de président de groupe parlementaire concernant le PDS, un parti d'opposition. En 2013, le député Cheikh Diop Dione avait été suspendu du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, son seul tort étant d'afficher ses ambitions à vouloir briguer le perchoir contre Moustapha Niasse. La loi Sada Ndiaye, également fraîche dans les annales de l'histoire parlementaire, une loi dont le but était d'écourter le mandat du président de l'Assemblée nationale d'alors, Macky Sall, en difficulté en 2008 avec Abdoulaye Wade pour une affaire d'audition concernant son fils Karim. Sous l'ère des socialistes également, l'Assemblée nationale avait usé de ruses politiciennes pour débarquer du perchoir Habib Thiam et Daouda Sow. Et pourtant, le Parlement est une institution d'égale dignité avec le judiciaire et l'exécutif. Mais l'histoire démontre à suffisance que les députés, surtout ceux de la majorité, s'enlisent beaucoup plus dans les règlements de compte politiciens. La vie parlementaire est une cohabitation entre majorité et minorité, certes, mais un député doit être aussi à l'écoute de ses mandants. Il est également bien entendu élu pour cela. Les priorités ne sont pas seulement les injures, mais l'évaluation de la loi d'habilitation et l'engagement du député dans le combat communautaire contre la Covid-19. L'affaire Moustapha Cissé Lo qui pose également le problème des injures sur la place publique et par des personnalités du pays, des injures généralement dirigées contre les femmes. Nous avons donné la parole aux femmes mères de famille, mais retenez qu'elles disent être touchées au plus profond de leur âme. Amadou Sabarba a fait le tour de quelques rues à Ouakam. Voici son reportage. Elles sont toutes frustrées de ces injures sur la place publique et pourtant elles ont risqué leur vie durant 9 mois, mais elles reconnaissent tout de même leur part de responsabilité puisque les mamans passent plus de temps avec les enfants qui deviennent ainsi leurs repères, nous explique cette dame en plein marchandage avec le vendeur de poissons. Les enfants ont tendance à copier les faits et gestes de leur maman. Si les mères insultent devant les enfants, il est fort probable pour ces petits d'en faire pareil. Ils prennent ces insultes de maman comme repère, pensant que c'est normal. De toute façon, c'est à déplorer. Cette vendeuse de petits déjeuners sur la chaussée estime que c'est un manque de reconnaissance des enfants. Les enfants ont cette habitude d'insulter les mamans.
enfants et ça devient normal pour eux. En tout cas, ce n'est pas une bonne chose. Devant son volant, Ndeye Ndakmar essaie de trouver une explication par rapport à ces injures. Pour toucher l'ego de la personne, il faut l'insulter de mère, nous dit-elle. C'est dû au fait que les gens savent naturellement que l'enfant est beaucoup plus attaché à sa maman qu'à son papa. Et ils savent très bien aussi que quand on t'insulte de mère, ça fait beaucoup plus mal que quand on t'insulte de père. Donc, pour pouvoir atteindre carrément la personne et de manière beaucoup plus dure, la plupart préfèrent t'insulter de maman que de papa. Des injures ou gros mots semblent devenir un effet de mode sur la place publique. Des mères de famille rencontrées dans les rues de Ouakam ont dénoncé cet état de fait. Amadou Sabarba, la banalisation des injures est devenue une forme de communication qui révèle la perte des valeurs au Sénégal. Selon le sociologue Mamadou Wane dit Mao, le Sénégal a un peuple qui a besoin de retrouver ses repères pour éviter les dérives. Le docteur Mamadou Wane Mao avec Malal Junior Diagne. On est en train de prendre le chemin des contre-valeurs, des antinormes sociales et culturelles. Parce que les insultes, c'est vraiment vu au niveau de la représentation de toutes les cultures comme étant de l'impolitesse, le manque de savoir-vivre. Pourquoi on en est venu là? Moi, je pense qu'au Sénégal, les questions des valeurs, l'éducation connue comme telle, basée sur les valeurs, c'est en train de péricliter parce qu'on est quand même dans une ambiance où on ne fait pas très attention, dans un environnement de violence à la fois physique et de violence psychosociale. La société sénégalaise a une tendance à aller vers des formes de violence qui ne sont pas connues dans notre société et qui sont des antivaleurs. Mais maintenant, qu'est-ce qui l'amène? C'est parce que également aussi, il faut le reconnaître, l'éducation civique, on le perd à l'école, on le perd dans ce qu'on appelle même, y compris dans les daras. On ne revient pas à cette éducation pour former des hommes et des femmes sur des registres de valeurs. Donc pour me résumer, c'est tout simplement dire qu'aujourd'hui, si on assiste à cette banalisation, c'est parce que tout simplement, il y a l'affaissement des valeurs culturelles, traditionnelles, religieuses dans notre pays et c'est malheureux. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Les chiffres de l'épidémie de Covid-19 en nette baisse aujourd'hui, moins de tests et moins de cas. L'autre bonne nouvelle du jour, le grand nombre de guérisons, dont 9 patients qui étaient dans un état grave. Les chiffres du jour, c'est 693 tests effectués avec 69 cas positifs, dont 43 cas contacts, 3 cas importés et 23 cas de contamination communautaire. On déplore malheureusement un nouveau décès, même si ce chiffre est largement en deçà de la moyenne des derniers jours. Alors, que faut-il comprendre? La maladie est-elle en train de perdre du terrain et en contagiosité? Docteur Mamadou Ndiaye, le directeur de la prévention, s'explique au téléphone avec Mohamed Ali Mouba. Sur 693 tests réalisés, 69 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,96%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 43 cas contactés. Par rapport aux chiffres, on va sentir peut-être de manière relative ce qu'on croit être une légère baisse. C'est juste par rapport aux tests qui sont enregistrés actuellement. Et nous avons aujourd'hui recentré en revenant par rapport à l'autre de ce qui était préconisé dans le cadre de la COVID-19, c'est-à-dire que dès que vous avez un cas, vous recensez l'ensemble des contacts que vous suivez pendant 14 jours, mais vous ne testez que ceux qui tomberaient malades et ou ceux qui présenteraient des facteurs potentiels de gravité, notamment ceux qui présentent des comorbidités. Cette stratégie, elle permet très bien de connaître la pénétration de la maladie. Et il faut y ajouter une chose, parce que aussi, il est prévu de décentraliser les tests à l'échelle du pays. Les directives ont été données en ce sens. Nous avons une réunion aujourd'hui et actuellement, on ne va pas se limiter seulement aux 2 laboratoires que constituent l'IRSF et l'Institut Pasteur pour faire les tests. Donc, d'autres laboratoires à travers le pays, à Dakar notamment, mais également d'autres structures de santé vont entrer dans la danse pour tester. Tout compte fait, il est même
probable qu'il y ait, peut-être évident d'ailleurs, qu'il y ait une hausse des personnes qui seront testées. Parce que si aujourd'hui, même des postes de santé ou certains postes de santé habilités vont faire des tests dans ce que nous avons prévu, notamment au niveau des sites sentinelles ou au niveau de certaines structures de santé, ça signifie que le nombre de tests va augmenter et ça nous permettra toujours de mieux appréhender la maladie. Ça ne change absolument rien par rapport à ce qui est prévu. Alors maintenant, à Thiès, Thiès qui fait partie des régions les plus touchées par le virus, on enregistre chaque jour de nouvelles contaminations et des cas communautaires. Les populations sont très inquiètes et en appellent au changement de comportement. Reportage, Chéranta Diop. Après la levée de l'état d'urgence, Thiès est aujourd'hui la deuxième région la plus touchée par le virus. Les cas communautaires augmentent de jour en jour. Babou Sen. Les nouvelles contaminées, c'est uniquement dû au relâchement. Il n'y a aucune mesure barrière actuellement. Presque tout le monde est contaminé, qu'on le chasse ou non. Personne n'est plus à l'abri. La maladie existe bel et bien. Parce qu'avoir le nombre de morts de jour en jour. Au départ, si la maladie avait été bien contenue, on assiste à un relâchement des populations, nous confie cette dame trouvée au marché central de Thiès. Parce que même bien avant, avec le phénomène resté chez vous, on a déjà été attentifs. Maintenant, on ne peut pas ne pas sortir. Maintenant, c'est à l'État de nous accompagner avec les mesures barrières. Le sous-préfet de Pambal, Ndiogundong, est catégorique. Les populations doivent comprendre qu'il est plus que jamais nécessaire de respecter les gestes barrières. Nous incitons toujours les gens au port de masque, aux mesures barrières, au niveau de les gens. Il faut toujours continuer la sensibilisation parce que le virus est là et nous vivons avec. Continuons les mesures barrières et continuons la sensibilisation avec le port des masques. À ce jour, 688 cas ont été détectés positifs dans la région de Thiès, dont 233 guéris, 15 décédés et 380 sous traitement, suivis au niveau des centres de traitement. RFM Thiès, Chéranta Diop. Comme vous le savez, les personnes du troisième âge sont parmi les personnes les plus vulnérables à l'épidémie de Covid-19, d'où cet appel à plus de soutien aux retraités. Nafissa Toussila. Plus d'assistance aux retraités en cette période de pandémie, une demande pressante puisqu'étant les personnes les plus exposées au coronavirus et la plupart d'un âge assez avancé. Un traitement de faveur est jugé correct par Lamine Fall, secrétaire général adjoint de la CNTS et membre du conseil d'administration de l'IPRES. L'IPRES en fait avait prévu, en tout cas, je ne sais pas très bien la mise en œuvre, mais juste au début de la pandémie, le bureau du conseil d'administration avait arrêté, même le conseil, je pense, était saisi, avait arrêté de mettre en place un dispositif de prise en charge particulier par rapport au Covid, de mettre en place un budget de 100 millions pour en tout cas mettre en place un dispositif, disons, de prise en charge par rapport à l'action sanitaire et sociale de l'IPRES, mais aussi à la prise en charge globalement de la maladie. Seulement, la mise en œuvre du projet n'est pas encore effective. Comme le débat est posé actuellement, je pense qu'on va vérifier avec le médecin-chef du CMS, le centre médico-social de l'IPRES. Et si ce n'est pas mis en œuvre, on va voir et très rapidement, parce que le budget est là. Donc, s'il y a des retards, il faut les combler et arriver à régler ces questions très rapidement. Les allocataires de l'IPRES, pour leur part, ne sont pas totalement imprégnés dans ce projet. Le président de l'association des retraités de l'IPRES a même préféré ne pas aborder ce sujet. Santé toujours avec cette pénurie de phénobarbital, un médicament contre l'épilepsie. Les détails avec vous, Awambaye. Le phénobarbital, introuvable depuis quelques semaines, plus connu sous le nom de Gardenal, ce médicament prescrit dans le traitement de l'épilepsie est très utilisé parce qu'il est efficace et pas cher. Les officines privées n'en disposent pas, de même que les pharmacies des structures de santé, selon la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie, qui l'a précisé dans un communiqué et n'a pas manqué de relever le désarroi des patients et de leurs familles face à cette pénurie du Gardenal. Le docteur Leti Nying, chef du service approvisionnement de la pharmacie nationale d'approvisionnement, apporte des réponses. Pour rappel, ce qu'il faut dire, le Gardenal, le phénobarbital, ce produit était fabriqué au niveau du Sénégal par l'usine appelée Médis Sénégal qui fournissait la PNA et également d'autres clients pour ce produit. Et malheureusement, cette usine a dû fermer à cause des problèmes internes, de sorte que la production n'est plus effective au niveau
de Médis. Le reste des stocks au niveau de la PNA devait être distribué, mais la pandémie a ralenti toutes les activités. Docteur Leitining rassure. Les stocks que la PNA avait par devers elle a été distribué au niveau des pharmacies régionales jusqu'à présent, c'est ce stock qui a permis d'approvisionner les structures. Malheureusement, avec la pandémie à Covid-19 qui s'est installée au niveau mondial, le réapprovisionnement a été rendu difficile à cause des problèmes de transport, comme vous le savez, et le confinement que cela a engendré dans certains pays. Donc, la PNA, malgré tout, a pris les dispositions pour renouveler ses stocks et fort heureusement, les livraisons sont en cours et en principe, dans la journée d'aujourd'hui ou demain matin, on aura notre livraison pour le phénobarbital. Selon la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie, la situation est très grave. Elle met en danger la vie de centaines de milliers d'épilepsies, dont la majorité est constituée d'enfants. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Je vous le disais dans les titres et au début de ce journal, le calme est revenu au camp pénal. Les détenus ont suspendu leur grève de la faim avant-hier dimanche. Une délégation du ministère de la Justice rencontre les prisonniers aujourd'hui pour des solutions à leurs problèmes. El Hadj Ndiogou Diène. Le juge de l'application des peines, El Hadj Malick Dembélé, et le directeur de l'administration pénitentiaire, le colonel Jean-Bertrand Bokandé, sont allés à la rencontre des détenus du camp pénal pour s'enquérir de leur situation, mais également discuter avec eux des grâces de liberté conditionnelle prochaines pour voir ceux qui sont éligibles. Les pensionnaires du camp pénal qui ont eu à observer une grève de la faim la semaine dernière pour protester contre leurs conditions de détention. Il y a eu d'ailleurs des incidents entre les pensionnaires et les gardes pénitentiaires avec à la clé des détenus blessés, mais ces derniers ont recommencé à s'alimenter depuis 48 heures à la suite de concertation avec le directeur de cet établissement pénitentiaire. Pendant ce temps, les nouvelles sont rassurantes par rapport au cas de Covid-19 enregistré dans les prisons. Le premier cas de la maison d'arrêt et de correction de Diourbel a été testé négatif hier pour son premier test de guérison, tandis que le premier cas de Thiès, lui, attend de passer son premier test. Tous les détenus atteints de coronavirus sont traités dans les centres de prise en charge installés dans ces prisons. À la suite des cas de coronavirus enregistrés dans les établissements pénitentiaires, des voix se sont élevées pour demander la libération des prisonniers afin d'éviter une propagation de la maladie chez ce groupe de personnes vulnérables. Un mot d'éducation avec cette menace de plainte brandie par les parents d'élèves d'une école privée de Mbao, des élèves à qui l'établissement en question a refusé l'accès pour arriéré de paiement. Les détails de cette affaire avec notre correspondant sur place, Abdou Diouf Diagne. La direction de l'école privée Kabis School met en exécution sa menace. Des élèves de cet établissement situé à Grand Mbao ont été renvoyés ce matin. Il leur est reproché de n'avoir pas payé les 2 dernières mensualités. Oumar Sy, parent d'élèves, ne cache pas sa colère. Nos enfants, on les a régulièrement inscrits ici. Avec la pandémie, l'État a décrété l'arrêt des cours dans tous les établissements du pays. Avec cette reprise annoncée, Kabis School, où nous avons inscrit nos enfants, s'est mis à renvoyer les enfants, même en classe d'examen, sous prétexte qu'il y a eu des arriérés. Effectivement, il y a eu des arriérés. C'est l'État qui a décrété l'arrêt des cours. On est d'accord que c'est un programme, on est d'accord que c'est un contrat, mais ce programme est tronqué par l'arrêt des cours. Ces parents d'élèves qui ont pris d'assaut l'établissement privé menacent de saisir la justice. Les parents avaient payé intégralement le mois de mars. Les parents avaient commencé à payer les mensualités du mois de juin. Qu'est-ce qui les empêche de venir à la table de négociation raisonnablement et de mettre sur la table quelque chose? Ils ont fermé la porte à toute négociation. Ils disent que ce n'est pas négociable. Il y a des termes vraiment peu respectueux, si vous voulez. On va saisir un huissier, on va aller en justice. On est même entré en contact avec Maître Massoana de l'association des consommateurs sénégalais. On s'arrête sur ça. L'école ne souhaite pas pour le moment s'exprimer sur ce différend qui l'oppose aux parents d'élèves. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Et puis hier, nous vous parlions dans ce journal du refus des habitants du quartier Baïdek de Bambey de quitter leur maison suite à une décision de déguerpissement. Aujourd'hui, nous vous proposons d'entendre la réaction du maire de la ville. Gana Mbaye assure que le processus a suivi la voie légale. En conséquence, force restera à la loi. Le voici au micro de notre correspondant à Bambey, Babacar Diouf. Sur 9000 demandes, plus de 8000 demandes, il n'y avait que 2000 et quelques terrains. Donc c'est normal qu'après cette attribution-là, qu'il y ait des frustrations. Nous avons enregistré dans les 2 sites, parce qu'il y a 2 sites, un site au niveau du DVF et un autre site
au niveau du quartier Keur Sakura. Sur les 2 sites, nous avons enregistré 314 personnes. Et on a soumis le dossier à la commission d'attribution et qui a satisfait à tous ces 314 personnes-là, en leur faisant comprendre que nous pouvons travailler dans le cadre de la commission pour faire de telle sorte qu'on puisse satisfaire ceux qui sont dans le besoin. Mais nous ne pouvons pas vous garantir que là où vous êtes actuellement, on pourrait vous rester là-bas. Parce que nous tous, nous savons que le lotissement obéit à un plan. Et à notre grande surprise, quand on les a donné leur notification, ils devaient se déplacer tout juste et dans la même zone. Certains d'entre eux ont dit qu'ils vont rester là où ils sont, qu'ils ont été instrumentalisés et qui pensent être dans le droit et qui ont dit qu'ils ne vont pas quitter. Mais ce qu'on peut dire par rapport à cela est que force restera toujours à la loi. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Georges Diop. Rebonjour Souleymane. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz devant une commission d'enquête parlementaire jeudi. L'objectif de cette instance est de faire la lumière sur les 11 ans que Mohamed Ould Abdelaziz a fait à la tête du pays. Les détails avec Famadion. La commission d'enquête a déjà entendu plusieurs de ses anciens premiers ministres ou ministres. Son président ne spécifie pas dans le courrier sur quel dossier elle compte entendre Mohamed Ould Abdelaziz. De sources sûres, il s'agirait de dossiers qui concernent la gestion des revenus pétroliers, la vente de domaines de l'État à Nouakchott, la liquidation d'une société publique qui assurait l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires. Dans un courrier officiel, le président de la dite commission, Habib Ould Diaye, a écrit qu'au cours de précédentes auditions, le nom de l'ancien chef d'État a été maintes fois directement cité dans le cadre des faits et d'actes pouvant constituer une atteinte dangereuse à la Constitution et aux lois mauritaniennes. Dans le souci de faire éclater la vérité, la commission convoque donc l'ancien chef d'État pour qu'il livre les informations et les explications en sa possession. Mohamed Ould Abdelaziz n'a pas encore publiquement réagi à cette convocation. Il n'a pas non plus indiqué s'il allait répondre ou pas. Nous restons en Mauritanie où 935 000 euros, soit un peu plus de 612 millions de francs CFA, ont disparu des réserves de la Banque centrale. Selon RFI, une faille dans le système de gestion interne de la banque a permis ce détournement depuis plus d'un mois. Plusieurs employés de la banque ainsi que des personnes extérieures ont été interpellés. Cela après que l'administration de la Banque centrale a porté plainte devant le parquet. Plainte pour détournement, abus de confiance et falsification de documents bancaires. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta poursuit ses consultations pour une sortie de crise. Après l'opposition dimanche, il a reçu hier la convergence des forces républicaines qui regroupe des associations et partis politiques proches du pouvoir. Le CFR a appelé les différents acteurs au dialogue. Koumba Sandiane Faye. Les consultations se poursuivent après avoir reçu l'opposition dimanche dernier pour une issue heureuse à la crise politique. Cette opposition d'ailleurs qui a durci le ton, elle exige la démission du président Ibeka, chose que la convergence des forces républicaines SFR qui regroupe des associations et partis politiques républicains n'arrive pas à comprendre. Ses proches du pouvoir ont dénoncé la demande de l'opposition. Selon la convergence, les demandes de M5 sont illégitimes, infondées et inappropriées. Ses proches de Ibeka soutiennent que cette position de l'opposition ne se base sur aucune logique électorale et ni sur les lois de la République. Ils en appellent alors à leur sens de la responsabilité d'aller vers le dialogue prôné par les amis du Mali, par les notabilités du Mali et par les libéraux religieux, toutes confessions confondues du Mali. La convergence des forces républicaines demande à chacun d'être habité par la raison et de revenir dans la République afin que le Mali avance. Après cet appel au dialogue, ses proches du pouvoir ont signalé aussi que ça fait 3 semaines que le Mali n'a pas de gouvernement et que le pays est en crise depuis 2012 et que l'ennemi commun que tous les Maliens doivent combattre ensemble est le terrorisme au Sahel qui sévit dans le nord du Mali et même dans le centre. En France, le nouveau gouvernement tient son premier conseil des ministres cet après-midi. Le rendez-vous est fixé à 15h, heure de Paris, 13h GMT. Plusieurs passations de pouvoir sont prévues aujourd'hui. L'annonce de la composition du gouvernement a été faite hier. La nouvelle équipe est constituée à ce stade de 16 ministres, 14 ministres délégués d'un secrétaire d'État. D'autres nominations au niveau des secrétaires d'État sont encore attendues dans les prochains jours. Et l'on termine par la Chine. Un accident de bus a fait au moins 21 morts dans le sud
sud-ouest du pays. RFI, qui cite la télévision publique CCTV, rapporte que le véhicule a plongé dans un lac. Des lycéens passant le baccalauréat étaient à bord du bus. Georges Détié Diop, merci. Il est 12h27. RFM Sport. La synthèse de l'actualité sportive, Sodetiam. En Angleterre, on entame la 34e journée ce mardi avec Crystal Palace qui va accueillir Chelsea, qui sera privé de N'Golo Kanté touché aux ischio-jambiers et Matteo Kovacic toujours pas remis de sa blessure au tendon d'Achille. Watford fera face à Norwich et Arsenal face à Leicester. Pour cette rencontre également, Pierre-Emerick Aubameyang du côté d'Arsenal et Jamie Vardy du côté de Leicester vont disputer le titre de meilleur buteur du championnat anglais. Parlons maintenant de Dani Ceballos, prêté à Arsenal jusqu'en fin de saison par le Real Madrid. Il pourrait y rester plus longtemps. Les deux clubs ont entamé des discussions pour permettre au milieu espagnol de 23 ans de continuer sa carrière en Angleterre. En Espagne, on joue la 35e journée aujourd'hui avec 2 matchs au programme. Valence face à Valladolid et Celta Vigo face à Atlético Madrid. Du côté de l'Italie, c'est la 31e journée avec Lecce face à Lazio Rome et AS Milan qui va accueillir le leader de la Série A, la Juventus de Turin. Parlons à présent de la Coupe de France. Saint-Etienne et Arsenal ont repris les discussions pour permettre au défenseur central William Saliba de disputer la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain le 24 juillet prochain. Les négociations sont en très bonne voie. Côté transfert, après avoir failli signer à Rennes la saison passée, Martin Terrier a bien rejoint le club breton cet été. L'attaquant de 23 ans s'est engagé pour 5 ans. Et puis pour terminer, la Confédération brésilienne de football a annoncé hier que le championnat national va reprendre le 9 août prochain après la longue interruption des compétitions depuis le mois de mars en raison de la pandémie du coronavirus. Jusqu'à présent, seul celui de l'État de Rio de Janeiro avait repris, deuxième pays au monde le plus touché par le Covid-19 avec 65 487 décès et 1,6 million de contaminations recensées. Courons-nous à présent l'actualité de la pandémie de Covid-19 présentée par Youssouf Bodian. Un décès de la Covid-19 en 24 heures, ce n'était pas arrivé depuis 3 semaines au Sénégal qui enregistre une moyenne de 3 décès par jour. Autre chiffre du jour, 9 patients sortis de réanimation et 114 nouveaux guéris. Des résultats obtenus grâce à l'utilisation de l'hydroxychloroquine qui, au long cours, ne protège pas des formes graves de la Covid-19. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude conduite sur près de 55 000 patients et publiée ce mardi en France. Les chercheurs ne suggèrent pas de rôle préventif de l'utilisation des antipaludéants de synthèse au long cours sur le risque de survenue d'une hospitalisation, d'une intubation ou d'un décès lié à la COVID-19. Au Nigeria, les médecins de l'État de Cross River dans le sud-est du pays se sont mis en grève ce lundi jusqu'à nouvel ordre. C'est pour protester contre l'attitude des autorités qu'ils accusent de dissimuler des cas d'infection de la COVID-19. Selon les chiffres officiels du Centre national des maladies infectieuses, cet État qui compte plusieurs millions d'habitants est le seul du Nigeria à n'avoir recensé officiellement aucun cas de coronavirus, ce qui est faux selon ses médecins. En République démocratique du Congo, l'état d'urgence sanitaire a été de nouveau prolongé pour 15 jours. Le pays a enregistré plus de 7000 cas de coronavirus, dont 182 décès depuis le début de la pandémie. En revanche, en Chine, Pékin a annoncé ce mardi 0 nouveaux malades de la COVID-19 sur les 24 dernières heures. Une première depuis un rebond épidémique le mois dernier qui a avivé les craintes d'une deuxième vague. Un total de 335 personnes ont contacté la maladie depuis la découverte d'un foyer de contamination début juin dans un marché du sud de la ville. Les nouvelles ne sont pas très bonnes en Inde où la barre des 20 000 morts a été franchie. L'épidémie est particulièrement virulente dans les grandes villes indiennes de Delhi, Chennai et Bombay où 4 nouveaux hôpitaux de campagne ont été créés. Pourtant, l'Inde vient de sortir de 2 mois de confinement brutal fin mars à début juin. L'Inde donc qui devient le 3e pays en nombre de cas devant la Russie. Le premier pays le plus touché au monde, les États-Unis, là-bas, la situation ne s'améliore pas. Le pays de Trump a franchi la barre des 130 000 morts du nouveau coronavirus.
Cette année, les États-Unis ne donneront pas de visa aux étudiants étrangers inscrits dans des établissements qui continueront à enseigner uniquement en ligne à la rentrée 2020 à raison de la pandémie du coronavirus. Nous restons aux États-Unis où le maire d'Atlanta a été testé positif au coronavirus. La COVID-19 a littéralement atteint la maison. Je n'ai eu aucun symptôme et j'ai été testé positive, a tweeté la maire d'Atlanta. Keisha Lance Bottoms est citée parmi les possibles colistières du candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden. Le président brésilien, de son côté, devrait connaître les résultats de ses tests aujourd'hui. Jair Bolsonaro s'est soumis à un test après qu'il a présenté certains symptômes du nouveau coronavirus. D'après CNN Brésil, les événements prévus mardi à l'agenda présidentiel ont été annulés. Bolsonaro a souvent ignoré les directives appelant au port du masque en dépit d'une décision d'un juge l'ordonnant le mois dernier de se protéger le visage. Le Brésil est le pays le plus touché par la pandémie derrière les États-Unis, avec à ce jour 1 600 000 cas de COVID-19 pour 65 487 décès. RFM, la presse du jour. La presse de ce mardi 7/7/2020, lui, est commentée par Georges Détié-Diop. Moustapha Cissé Lo par-ci, El Pistolero par-là. Tous les journaux, ou presque, n'en ont que pour son exclusion de l'Alliance pour la République. L'Observateur, comme les autres titres, informe qu'il est reproché au désormais ex-responsable de l'APR des propos empreints d'une indécence que récusent la morale et la bienséance. La décision de l'exclure de l'APR a été prononcée hier par la commission de discipline du parti présidentiel. Mais Tribune relève que cette décision n'a été prise qu'après une gymnastique extensible des pontes du pouvoir pour réclamer la main lourde du président Macky Sall. Ainsi, le Témoin affirme que le fou du roi est perdu par la reine. Le journal explique plus clairement que pendant 8 ans, Moustapha Cissé Lo a insulté impunément tout ce qui bougeait jusqu'à ce qu'il commette l'irréparable de s'en prendre à la première dame. Ce que semble confirmer Thierno Bokoum dans Les Échos. Le patron de Agir indique qu'il a toujours insulté les opposants à son leader sans que personne ne lève le plus petit doigt. En tous les cas, selon Vox Populi, l'Assemblée nationale dénonce des dérives indignes d'un représentant du peuple. Le journal se fait l'écho d'un communiqué de l'Assemblée nationale qui déclare que la crudité et la cruauté du discours ont franchi les remparts qui protègent nos valeurs. Elle ajoute que quand les bases de l'état de droit sont menacées, il convient de les protéger sans hésitation aucune. Ainsi, Les Échos notent que l'Assemblée nationale renie Cissé Lo. Ce n'est pas tout. Le journal révèle que le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar va le virer. Une réunion est prévue dans les jours ou semaines à venir pour officialiser son exclusion, à moins qu'il n'anticipe lui-même en démissionnant. Et Sud Quotidien d'en rajouter. Selon mon confrère, Cissé Lo va vers une deuxième déchéance de son mandat parlementaire. En effet, Sud Quotidien révèle que ses sources auprès du groupe parlementaire n'écartent pas de présenter, dès l'ouverture de la prochaine session, une proposition de loi pour changer le règlement intérieur qui aura un effet rétroactif. Et au regard de tout ce qui tombe sur sa tête, l'AS relève que Cissé Lo entame sa descente aux enfers, car en plus d'être exclu de l'APR, Cissé Lo est sous le coup de 2 procédures judiciaires. Une plainte du président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar et une autre de Yakham Mbaye qui a commis un pool d'avocats piloté par Maître Ousmane Seye. Et qu'en est-il de ses rapports avec le président de la République? L'Observateur affirme que les relations entre les deux hommes se conjuguent au futur compliqué. De la lune de miel à la lune de fiel. L'Observateur, dans sa livraison du jour, replonge ses lecteurs dans le passé du couple politique Macky Sall-Cissé Lo qui a porté l'APR au pouvoir. Les histoires d'un couple politique divorcé racontées par des témoins, c'est à lire à la page 3 de l'Observateur. Pendant ce temps, Source A s'intéresse à la santé de Moustapha Cissé Lo ces dernières heures. Hier, il aurait piqué un malaise au point que sa famille soit contrainte de s'attacher les services d'un médecin. Toutefois, précise Source A, ses enfants soutiennent que leur papa ne souffre d'aucune maladie et se porte comme un charme. L'un de ses fils a par ailleurs entamé une médiation pour réconcilier son père, El Pistolero, avec Farba Ngom et Yakham Mbaye. Moustapha Mbacké Lo Jr. a confié à Source A qu'il va rencontrer Farba Ngom aujourd'hui après s'être entretenu avec lui par téléphone. Il envisage aussi d'aller rendre visite à Yakham Mbaye. La suppression du poste de Premier ministre. Le sujet fait la une de Enquête. Le journal note que le gouvernement mis à l'épreuve par la pandémie de Covid-19 se cherche, se contredit, louvoie
ralenti. Et comme un troupeau sans berger, il se perd dans le vaste champ des affaires publiques. Du coup, le député Chérif Monteil constate que ce qui se passe est un désordre absolu. Et Moubarak Claude rappelait que sous Abdou Diouf, quand le poste de Premier ministre a été supprimé, il y avait un secrétaire du Conseil des ministres. À la une du quotidien, le quotidien, la progression de la pandémie de Covid-19, forte fièvre à Dakar-Ouest. Plus clairement, le journal renseigne qu'au niveau du district Dakar-Ouest, la situation est juste explosive avec un cumul de plus de 1100 cas. Plus de 1100 cas entre Yoff, Ngor, Almadies et Ouakam. Un coup d'œil à présent dans le journal Le Soleil. Il est question de la modification de la loi de finances initiale. Le budget révisé arrêté à 3144 milliards de francs CFA. Selon le quotidien gouvernemental, la trajectoire budgétaire de l'État du Sénégal a été directement impactée par la pandémie avec une diminution des recettes qui ont connu un repli de 114,1 milliards de francs CFA pour se situer à 3144,4 milliards de francs CFA en 2020. Par contre, note le journal, les dépenses ont augmenté de 308 milliards par rapport à la loi de finances initiale 2020. Sport pour terminer, à la une de Record, Kalidou Koulibaly qui oppose Manchester City et Manchester United. Le journal rapporte que les deux clubs qui comptent recruter le défenseur sénégalais de Naples comptent brandir leurs armes pour arracher le joueur tant convoité. Une guerre des surenchères attendue dès l'ouverture du marché britannique. Stade, lui, s'arrête sur les statistiques de Liverpool sur 3 saisons. Statistiques qualifiées de folles. Seulement 8 défaites en 109 matchs. Le rival City, 9 défaites rien que cette saison. Les Reds invaincus à Anfield depuis octobre 2017. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h38, bienvenue à Point de vue. Avec nos deux invités du jour, nous discutons des enjeux de la prochaine réouverture des frontières aériennes du Sénégal le 15 juillet prochain, c'est-à-dire dans un peu plus d'une semaine. Prétexte l'ouverture des négociations entre la délégation de l'Union européenne à Dakar et le gouvernement sénégalais pour l'accès des avions sénégalais, de la compagnie sénégalaise Air Sénégal à l'espace aérien de l'Union européenne. Ces deux invités, je les ai nommés, c'est Moustapha Diakhaté, secrétaire général de l'Union des acteurs du fret aérien. Monsieur Diakhaté, bonjour. Diakhaté qui n'est pas encore en ligne. Nous espérons également avoir Ali Fari Ndiaye, spécialiste des relations internationales. Nous essayons d'entrer en contact avec nos deux invités du jour pour Point de vue. Alors, on me dit que M. Moustapha Diakhaté, secrétaire général de l'Union des acteurs du fret aérien, est en ligne et en direct avec nous. M. Diakhaté, bonjour. M. Diakhaté, bonjour. Oui, bonjour, M. Dian. Oui, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce petit débat sur les enjeux de la réouverture prochaine des frontières aériennes du Sénégal. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union des acteurs du fret aérien. Alors, première question, quel est l'enjeu pour vous, acteurs de la chaîne d'approvisionnement du fret aérien au Sénégal, de la réouverture d'abord des frontières aériennes, mais ensuite de l'accès à l'espace aérien, à l'espace économique de l'Union européenne? Bon, écoutez, je vous remercie, M. Dian, pour cette question-là. Bon, ce qu'on doit déjà dire, c'est que pour parler, déjà, nous saluons l'ouverture prochaine de notre outil de travail, parce que, vous savez, ça fait plus de 3 mois maintenant que c'est fermé. Et quand un aéroport est fermé pour ses usagers, ça veut dire que c'est des pertes de revenus. Mais on a quand même pu gérer tout ça. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du montant perdu durant cette période de fermeture des frontières aériennes? Mais écoutez, ça se chiffre à des milliards, parce que nous n'avons pas encore fait l'évaluation réelle
On attendait vraiment la fin de la pandémie pour voir. Nous avons juste fait des esquisses avec le ministère du Transport, du Tourisme et du Transport aérien dans le cadre du plan de résilience économique et sociale. Et ça, on l'a fait, mais c'est vraiment des chiffres qui se chiffrent à des milliards, puisque les portes de chiffre d'affaires tournent autour de 10 à 90%, je veux dire de 90 à 100%, puisque les activités ont été quasiment nulles. C'est vrai qu'il y a eu des vols cargo, en tout cas concernant le secteur du C'est ça la question, parce qu'il y a eu des vols cargo pendant cette période-là. Oui, c'est ce que je vous ai dit. L'activité cargo, tournait autour de 5%. Ça, il faut qu'on le dise. Il y a eu de l'activité, mais elle tournait autour de 5%. Ça fait pas l'affaire de tout le monde. Parce que vous savez, il y a eu des vols cargo qui étaient autorisés, mais c'était des vols cargo sporadiques. C'était ponctuels, c'était pas vraiment des vols réguliers, parce que nous avons des vols cargo réguliers avec d'autres compagnies aériennes, mais elles avaient arrêté ces vols réguliers cargo. Donc 5% seulement de l'activité a pu être effectuée durant cette période. Des vols cargo. Alors, des vols full cargo, disons. Parce qu'il y a des compagnies qui font les mix, c'est-à-dire qu'ils font le passager et le cargo. Pour ces compagnies-là, c'est les compagnies régulières que je ne veux pas citer, mais ces compagnies-là, c'est nul. Elles ne sont pas venues à Dakar. Donc, ces capacités-là de soute pour la vente du fret, nous les avons perdues. Alors, pour expliquer, donc il y a deux types de transport de marchandises par avion. Il y a les cargos qui sont donc spécialisés dans le transport de marchandises. Il y a aussi des compagnies régulières qui font des passagers et qui utilisent aussi leur capacité de soute pour transporter de la marchandise. Alors, vous l'avez dit, alors c'est important, hein. Maintenant, vous avez suivi, il y a eu ce débat sur l'ouverture de l'espace aérien des aéroports de l'Union européenne au Sénégal ou pas. Quelle est l'importance du marché européen dans votre portefeuille en général? Quelle est l'importance de ce débat pour vous? Mais c'est très important pour nous parce que le marché, en fait, tous les exportateurs, toutes nos exportations partent vers l'Union européenne. Que ce soit pour le poisson frais, que ce soit pour les fruits et légumes. Donc, c'est pratiquement 100%. Aujourd'hui, si on arrête justement, je veux dire, si vraiment les vols cargo sont interdits au niveau de l'espace Schengen, ça veut dire que nos exportateurs n'auront plus d'alternatives. Oui, nos produits vont rester ici. On va essayer de les vendre sur le marché local, vraiment à des prix dérisoires, compte tenu de nos coûts d'exploitation. Est-ce que vous réfléchissez à d'autres débouchés en dehors de l'Europe, l'Asie, les Amériques en général et d'autres destinations en Afrique aussi? Vous le savez très bien que nous dépendons de l'Europe. Nous dépendons de l'Europe, c'est-à-dire que nous exportons vers le Moyen-Orient et l'Asie, nous exportons vers les États-Unis et le Canada, mais c'est vraiment 5%. Quand vous regardez, c'est 5 à 10% de nos exportations. Tout le reste va à l'Union européenne, principalement en France, en Italie, en Espagne, au Portugal. Parce que c'est du poisson qui est très prisé. C'est des espèces qui sont dans nos mers et qui sont très prisées au niveau de l'Europe. Alors, pour finir avec vous, puisque nous allons parler tout à l'heure des aspects, disons, géostratégiques, peut-être politiques avec Ali Farid Ndiaye, quel est le message que vous envoyez aux négociateurs sénégalais, à l'État du Sénégal, qui est assis à la même table que l'Union européenne à travers sa délégation ici à Dakar, sur ce qu'il faut négocier, ce qu'il faut lâcher et les points sur lesquels il ne faut pas faire de concessions? Bon, écoutez, vous savez, ce problème-là, c'est plus politique et diplomatique, commercial et économique. C'est vrai qu'il y a des enjeux commerciaux, il y a des enjeux économiques, ça c'est vrai. Mais c'est plus diplomatique que politique. Donc, il faudra vraiment faire la part des choses, peser le pour et le contre et faire, jouer de diplomatie pour voir que nous avons des intérêts à ce que nos exportations puissent aller vers ces pays-là. Donc, il faudra ne pas faire dans la précipitation, mais vraiment se concerter avec tous les acteurs
voir les intérêts du Sénégal et les défendre, hein, parce que pour nous, c'est ça en fait réellement, c'est de défendre les intérêts du Sénégal. Très bien, merci. Pour le Sénégal et les Sénégalais. Merci infiniment à vous, Moustapha Diakhaté, secrétaire général de l'Union des acteurs du fret aérien. Nous en venons maintenant aux aspects politiques, justement, géostratégiques, géopolitiques de cette réouverture des frontières aériennes entre le Sénégal et le reste du monde, mais en particulier avec l'Union européenne, et ce, avec Ali Farid Ndiaye, spécialiste des relations internationales. Bonjour, Ali Farid Ndiaye. Bonjour, M. Nia. Alors, la question est simple. Quel est l'enjeu de cette réouverture au plan diplomatique, au plan des relations internationales entre le Sénégal et l'Europe en particulier, et comment le Sénégal devrait-il négocier avec l'Union européenne cette question qui est en débat à partir d'aujourd'hui entre les deux parties? D'abord, il faut se réjouir quand même de cette de l'ouverture des négociations entre le Sénégal et l'Union européenne, parce que comme l'a si bien dit M. Diakhaté, l'enjeu est, pour l'Union européenne, l'enjeu était plus économique que sanitaire, parce que à la lumière des pays qui ont été autorisés à accéder à l'Union européenne, on se rend compte que tous ces pays-là ont été plus impactés par le Covid que le Sénégal. Ce qui veut dire que l'élément sanitaire n'était pas un élément déterminant dans le choix de l'Union européenne, mais c'était plus des raisons économiques. Parce que si on prend l'Algérie, si on prend le Maroc, c'est des pays qui sont stratégiquement importants pour l'Union européenne à cause de la proximité géographique et des relations historiques. Donc, de là à dire que l'enjeu pour le Sénégal, c'est de montrer à travers ces discussions que le Sénégal doit être un partenaire privilégié par l'Union européenne à cause de sa position stratégique et à cause du fait que nous sommes, comme l'a si bien expliqué M. À cause du fait que au moins 40%, à 70% de nos exportations vers nos partenaires traditionnels de l'Europe, ce sont la France principalement, l'Italie et les autres pays périphériques. Donc il s'agit pour les négociateurs sénégalais d'être dans une position où ils vont tout simplement montrer que ce qui aujourd'hui, les intérêts européens et sénégalais sont interconnectés à cause de cette réouverture. Mais le rapport de force, il est en faveur de l'Union européenne qui accorde quand même des régimes préférentiels d'exportation au Sénégal. Et évidemment, la balance commerciale est largement favorable à l'Europe. Oui, c'est ça, c'est vrai. Effectivement, c'est quelque chose que le Sénégal doit comprendre. Mais dans cette affaire, ce qu'il fallait éviter, c'est tactiquement dans la négociation de se montrer comme un demandeur. Et c'est là qu'il faut saluer la décision des autorités sénégalaises, de manière frontale, d'appliquer la réciprocité et de s'exprimer dans cette matière. Parce que ça a permis à l'Union européenne de reconsidérer ses choix stratégiques et de comprendre que dans cette redistribution des cartes, même si c'est économique, il y a la donne diplomatique qui est extrêmement importante. Or, sur cet aspect, le Sénégal a toujours été, avec sa position stratégique, un partenaire privilégié et de l'Union européenne et des États-Unis et du Moyen-Orient. Donc, de ce point de vue, il faut comprendre que l'attitude sénégalaise a été importante dans le processus de négociation et que c'est peut-être cette méthode utilisée par nos autorités qui va pousser l'Union européenne à comprendre que dans cette affaire, le Sénégal doit être traité en égale dignité. Bien sûr, la taille des responsabilités des engagements économiques de l'Europe et leur complexité font que le Sénégal, sur cet aspect, peut être économiquement moins important, mais il s'agit aujourd'hui de montrer à travers ces discussions que la porte principale des 300 millions d'Africains de l'Ouest passe par la réouverture des lignes entre l'Europe et l'aéroport et les aéroports sénégalais. Alors pour terminer, autrement dit, il faut négocier en meute, c'est-à-dire ce ne devrait pas être des négociations, disons, bilatérales, mais que les pays africains, notamment des pays de l'UEMOA et de la CEDEAO, devraient parler d'une seule et même voix? Ça allait être l'idéal. L'idéal, c'était de négocier en tant que deux organisations intergouvernementales, l'Union africaine et la CEDEAO. Mais à partir du moment où l'enjeu aujourd'hui, c'est le Sénégal, pour des raisons stratégiques, et à partir du moment où le Sénégal est aujourd'hui vu comme la place la plus stratégique en Afrique francophone, avec le Nigeria et le Ghana,
je crois que si on commence les processus de négociation, si le Sénégal parvient à arracher quelque chose, ce sera aussi quelque chose qui va impacter les 300 millions de consommateurs de la CEDEAO. Et c'est là où le Sénégal doit mettre son argument. L'argument du Sénégal doit être de se focaliser sur l'enjeu des négociations et la rouverture ne dépend pas uniquement des intérêts des 13 millions de Sénégalais, mais ça aura des relances sur les 300 millions d'Ouest africains, dont l'accès à ces passes impérativement par l'ouverture des aéroports du Sénégal qui est à cause de sa position stratégique. Merci et je crois infiniment. que si on parvient à l'expliquer sous cet aspect, tout en respectant maintenant un certain nombre de formes et tout en étant ferme, respecter les formes, ça veut dire ne pas faire l'Union européenne à penser que nous sommes demandeurs, mais étant ferme, c'est montrer qu'après tout, la souveraineté du Sénégal et sa position stratégique et les liens historiques qu'il lie avec l'Union européenne font qu'il doit tenir compte de cette position pour permettre au Sénégal... Merci Ali Farid Ndiaye. Merci infiniment. Malheureusement, nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti à 12h52. C'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé et qui m'a aidé à vous la présenter. À 13h, retrouvez Pape Ngagne Ndiaye pour la principale édition de la mi-journée en langue wolof. D'ici là, excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. Tout de suite, Allo Présidence. Très bon après-midi. Au revoir.